L'Égypte antique, ses grandes pyramides, ses magnifiques œuvres d'art, ses pharaons tout-puissants et ses empires prospères. De toutes les civilisations anciennes, l'Égypte est la plus fascinante par son iconographie spectaculaire et son rayonnement culturel unique. Mais quand les derniers pharaons ont disparu avec leur civilisation, ils ont emporté dans leur tombe un terrible secret. Celui d'un peuple opprimé qui s'est soulevé pour renverser ses maîtres et faire trembler les grands souverains d'Égypte. Ces conquérants étaient les Koushites, des maçons, des marchands d'or et des guerriers issus du Soudan actuel. La conquête de l'Égypte par les Koushites est un peu comme l'histoire de David et Goliath. Et pourtant, leur destin hors norme a été effacé des livres d'histoire. Ces Africains à la peau noire ont été dénigrés par les anciens Égyptiens et relégués au rang de sauvages par les archéologues de l'ère coloniale. Ils sont représentés comme des hommes enchaînés, ligotés aux pieds du pharaon. C'était presque du profilage racial. Après des siècles de dénigrement, l'histoire du royaume de Kouch est en train de refaire surface. Des archéologues fouillent le sol du désert sans relâche et escaladent des montagnes. Ça donne quoi? C'est intact? Ça fait un peu peur. Ne tirez pas sur la corde. Pour exhumer les secrets des mystérieux pharaons noirs qui ont mis l'Égypte à genoux. Voici la nécropole royale d'El Kourou, dans le nord du Soudan. L'équivalent de la vallée des rois en Égypte. De nombreux souverains koushites sont enterrés ici. C'est l'un des rares sites qui renferme des informations sur leur existence et leur conquête de l'Égypte antique. Et c'est précisément ce qui intéresse l'archéologue Jeff Emberling. Sous la pyramide Q1, son équipe déplace 50 tonnes de terre pour exhumer une sépulture. L'archéologue espère y découvrir l'identité du roi qui a fait construire cette pyramide et sa place dans le royaume de Kouch. On souhaite avant tout connaître le nom du roi. Mais on espère aussi trouver des indices sur la place que les Koushites occupaient dans l'histoire il y a plus de 2000 ans. Les Koushites ont laissé très peu de traces écrites, et la plupart de leurs tombeaux et de leurs temples ont été détruits. La pyramide Q1 ne fait pas exception à la règle. Avant que les intempéries et les pilleurs ne la détruisent, elle mesurait près de 4 fois sa taille actuelle. Cette géante déchue a connu un passé mouvementé. Au début du XXe siècle, un archéologue américain nommé George Reisner exhume de nombreux monuments koushites et découvre les tombeaux des grands souverains du royaume. George Reisner a été un véritable pionnier dans son travail sur Kouch. Il a commencé ses fouilles en 1908 et les a poursuivies jusque dans les années 30, dans des conditions très difficiles. Il a réussi à établir une chronologie non seulement des grandes périodes historiques, mais aussi de tous les rois de Kouch. Il les a classés dans un ordre qu'on utilise encore aujourd'hui.
À El Kourou, George Reisner descend sous chaque pyramide, sauf sous la Q1. La peur l'arrête. Le plafond s'est effondré, emprisonnant ses secrets sous les décombres. L'archéologue vient de perdre 5 hommes dans un éboulement, et il décide de rentrer chez lui. Cette idée a parfois traversé l'esprit de Jeff Emberling. Quand on lit les notes de Reisner sur ses fouilles à El Kourou, on voit qu'il a arrêté les recherches pendant 2 semaines. Il mentionne un mot de son médecin qui lui dit de ne pas s'inquiéter autant. Mais je peux comprendre ses craintes, rien qu'en fouillant une seule des pyramides, car c'est très risqué. Le risque zéro n'existe pas. Mais sans risque, pas de récompense. Et comme George Reisner le découvre sur un autre site funéraire, la découverte est parfois éblouissante. L'archéologue exhume des bijoux en or et des trésors parfaitement intacts. De véritables chefs-d'œuvre enterrés avec les rois couchites pour les accompagner après la mort. Tout archéologue rêve de découvrir des trésors complètement mirifiques. On sait que ces tombeaux étaient extrêmement précieux car ils contenaient des objets en or et en argent. De magnifiques représentations de la religion, du statut et du prestige de ces riches rois. Voilà ce qu'on s'imagine trouver. La première grande découverte de Jeff Emberling n'est pas un bijou en or, mais un escalier gigantesque, assez grand pour accueillir la procession funéraire d'un roi, avec un détail plus modeste qui attire son attention. Cet escalier est absolument monumental. Ils ont creusé dans la roche sur plus de 7 mètres. Et vous voyez tout en bas l'ouverture d'origine et juste au-dessus, un trou irrégulier à peu près de la même hauteur. Ce trou a été creusé par des pilleurs. Des pilleurs qui connaissaient forcément les lieux. Peu de personnes savaient qu'en creusant, elles trouveraient un accès à cette hauteur. Il est à plus de 4,50 m de la surface du sol. La chambre interne de cette pyramide est inhabituellement haute. Seuls les hommes qui l'ont construite pouvaient savoir qu'en creusant au-dessus de la porte, ils tomberaient directement sur la chambre. Mais jusqu'où sont allés les pilleurs et qu'ont-ils emporté? Jeff Emberling ne tarde pas à le découvrir. Il a déjà creusé au-delà de l'éboulement qui avait découragé George Reisner. On se trouve dans la 2e chambre de la pyramide. Mais en fait, on n'est pas sur le sol de la chambre, car le plafond s'est totalement effondré. Donc on est entre le plafond et l'éboulement. Je pense que quand les pilleurs ont creusé pour accéder à la chambre, le plafond s'est effondré sur eux. Jeff Emberling doit prendre des précautions pour éviter la même catastrophe. Dans un atelier de fortune élaboré sur place, Ignacio Forcadell, architecte, construit des renforts métalliques. Dans la 2e chambre la plus profonde, on a des problèmes avec le plafond. Des pierres tombent et il s'est déjà effondré plusieurs fois par le passé. Il y a d'ailleurs eu un petit effondrement récemment. Une fois installés, les renforts métalliques devraient empêcher de nouvelles chutes de pierre et permettre à l'équipe de poursuivre les fouilles. Ces archéologues ont une chance de réussir là où George Reisner a échoué.
Ils pourraient ainsi réparer une grave méprise commise par leurs prédécesseurs. Pendant son séjour au Soudan, George Reisner fouille sur des terres d'une grande richesse culturelle. Il exhume l'histoire africaine à une époque où son jugement scientifique est influencé par les convictions coloniales sur la supériorité de la race blanche. Malgré son immense admiration pour les pyramides qu'il découvre, il refuse de croire qu'elles ont été construites par des indigènes de couleur noire. Ses préjugés semblent même l'aveugler totalement. En 1916, lorsqu'il déterre des statuettes en granit noir représentant les rois de Kouch, il les considère comme fausses. Il affirme au contraire que tous les souverains et les hommes à l'origine de ces monuments étaient des étrangers à la peau claire. Cela contredisait tellement ses convictions profondes sur les habitants du Soudan qu'il trouvait difficile d'accepter brusquement la réalité. C'était même un obstacle insurmontable. Ce que l'archéologue écrit au sujet de Kouch en dit long sur ses opinions personnelles. Cette race semble être le fruit de la pauvreté et de l'isolement de ce royaume. Un croisement entre négroïdes et égyptiens qui aurait vu le jour sur ces rives désertiques, trop éloignées et misérables pour accueillir une race supérieure. Mais George Reisner n'est pas le premier ni le dernier à déprécier la civilisation Kouch. Jusqu'à récemment, la majorité des archéologues pensaient que le royaume de Kouch, souvent appelé Nubie, n'était qu'un État dépendant de l'Empire égyptien. Une source d'or en temps de paix et d'esclaves en temps de guerre. Les Égyptiens ont été les premiers à entretenir cette rumeur à cause de leur relation instable avec les Kouchites. Une relation qui remonte à la naissance des deux nations. Le site de Kerma, au Soudan, se trouve à environ 270 km d'El Kourou, en aval du Nil. Au centre se dresse une défoufa, une imposante construction en briques crues. Ce temple en l'honneur du soleil aurait été construit 2500 ans avant notre ère, quand les premières pyramides étaient édifiées en Égypte et le cercle de Stonehenge en Angleterre. D'après l'archéologue Salah Eldin Mohamed Ahmed, ce serait l'un des plus anciens monuments d'Afrique. La défoufa se dresse au centre de l'ancienne cité de Kerma, l'une des premières jamais construites et certainement la plus ancienne d'Afrique. Cet édifice est aussi l'un des plus anciens exemples africains de briques fabriquées par l'homme. Les techniques de maçonnerie étaient donc comparables à celles utilisées en Égypte. Autour du même site de Kerma se trouvent certaines des plus anciennes sépultures du continent. Ces découvertes archéologiques attestent d'une civilisation déjà très avancée, 2500 ans avant notre ère, à l'époque de l'avènement de l'ancien empire pharaonique en Égypte.
Les deux royaumes sont d'abord amis, liés par un intérêt commun. C'était une relation fondée sur le commerce. Dans certains tombeaux égyptiens, des fresques représentent des Soudanais venus rendre hommage aux défunts, comme c'était souvent le cas en Égypte. Ils apportaient des peaux de léopard, des singes ou des pierres précieuses. En raison de son emplacement sur les rives du Nil, Kerma devient vite un carrefour commercial entre l'Afrique subsaharienne et l'Égypte. Les marchands d'ébène, d'ivoire et d'animaux exotiques y transitent pour rejoindre le nord. Mais c'est l'or qui fait la fortune et l'influence du royaume de Kouch. Il est extrait de la vallée du Nil et vendu à l'Égypte. Les Égyptiens ont un appétit insatiable pour les bijoux, les sarcophages et les masques funéraires en or rendus célèbres par Toutankhamon. Traditionnellement, Kouch était connu par les Égyptiens comme le royaume de l'or. La majeure partie de leur or venait de Nubie, notamment de cette région, et aussi du désert oriental à l'est de Kerma. Les Égyptiens évoquent également les talents d'archers des Kouchites. Ils les surnomment le peuple de l'arc et les engagent comme mercenaires. Des dessins représentent aussi les Kouchites comme des lutteurs hors pair. Une tradition encore vivace aujourd'hui au Soudan. Les Égyptiens de l'Ancien Empire ignorent alors que l'armée de Kouch se retournera un jour contre eux. Leurs prétendus alliés commencent à avancer leurs pions. Ils étendent leur territoire par de modestes incursions au-delà de la frontière. Les Égyptiens ripostent tout d'abord par de la propagande, puis par une déclaration de guerre. Il les qualifiait de misérables ou de vils. Les représentations égyptiennes des Kouchites à cette époque les dépeignent comme des hommes enchaînés, ligotés aux pieds du pharaon. Dans l'art égyptien, les Kouchites sont représentés de façon très stéréotypée. Très souvent, on voit le pharaon qui tient des prisonniers par les cheveux et les exécute en les frappant à la tête avec sa massue. C'est une représentation classique des Kouchites, celle d'individus opprimés qui ne méritent que la mort. Les représentations égyptiennes des Kouchites, du moins officiellement, les décrivaient comme un peuple tribal et sauvage. C'était presque du profilage racial. Ces stéréotypes permettent aux Égyptiens de justifier une invasion militaire. Vers 1500 avant notre ère, le pharaon Thoutmôsis Ier envahit le royaume de Kouch pour éliminer une menace grandissante et pour accéder à l'or tant convoité. Son armée descend vers le sud, jusqu'à atteindre une montagne sacrée baptisée Jebel Barkal, qui signifie « montagne pure ». Sur sa face sud-ouest, une aiguille de 75 mètres se dresse vers le ciel. Pour les Kouchites, sa forme phallique en faisait un symbole de création et de fertilité. Mais d'après l'archéologue Tim Kendall, les Égyptiens ont vu dans cette formation rocheuse une signification plus spirituelle.
Pour les anciens Égyptiens, le pic immense sur la face sud donnait à la montagne toute son importance. Il leur évoquait plusieurs éléments religieux fondamentaux. D'un côté, on dirait un cobra prêt à attaquer, de l'autre, un roi debout, Osiris, le premier roi mythique de l'Égypte. La clé de l'énigme est le cobra. Dans la mythologie égyptienne, ce serpent est étroitement lié à la royauté. Les déesses prennent la forme d'un cobra pour protéger le roi. C'est pour cela qu'il est représenté sur la couronne des pharaons, y compris sur celle de Toutankhamon. D'après Tim Kendall, c'est sûrement un prêtre présent lors de l'invasion qui, le premier, voit cette image. Telle une hallucination, la montagne prend vie sous ses yeux. Jebel Barkal est même proclamé lieu de naissance du dieu des dieux, Amon. Cela a conforté le roi d'Égypte dans l'idée qu'il était le souverain légitime de ce royaume. C'était la terre du dieu primitif qui avait offert un royaume au premier pharaon, et comme il en était l'héritier, il avait le droit de s'emparer de Couche. Une fois consacré, Jebel Barkal est représenté très tôt dans l'art égyptien. Sur ce dessin, Ramsès II fait une offrande au dieu Amon. Amon est assis sur un trône à l'intérieur d'une montagne qui ne peut être que Jebel Barkal. Le pic est représenté par un cobra géant coiffé de la couronne blanche de l'Égypte. Cette gravure a été découverte dans le temple d'Abou Simbel, construit à la demande de Ramsès II près de la frontière couchite. Ramsès II s'était rendu à Jebel Barkal. La montagne aurait même donné au pharaon l'idée d'orner Abou Simbel de 4 statues à son effigie. Abou Simbel est célèbre pour ses 4 statues colossales à l'entrée. Je pense que lorsque Ramsès est venu ici, il a vu 4 statues sur la montagne. Les Égyptiens ont longtemps cru qu'il y avait bien 4 silhouettes sculptées dans la paroi. Mais en fait, ce sont des formations naturelles. Rien n'a été taillé. Ramsès, ainsi que d'autres pharaons, construisent des temples proches de Jebel Barkal. Ils espèrent bénéficier de la protection de la montagne en se faisant couronner sur ce site sacré. On ne sait pas exactement ce qui s'est passé dans ce temple, mais on pense que le pharaon est venu ici pour se faire couronner. Il est entré dans cette chambre accompagné du dieu Amon, sous forme de statue, bien sûr. Les 2 figures, celle du père et du fils, se sont unies avec le dieu Osiris. Dans la mythologie, Osiris était le premier roi d'Égypte. Il s'est avancé, il a gravi les marches et s'est assis sur le trône. Là, il a été couronné et a rejoint l'entrée du temple, où il a été salué par la foule comme le nouveau Dieu vivant. Au fil des années, la légende de Jebel Barkal grandit, ainsi que l'influence égyptienne sur le royaume de Couche. Les Couchites adoptent la religion de leurs voisins, vénèrent le dieu Amon et commencent même à construire des pyramides. J'ai écrit que les Couchites étaient les premiers égyptophiles, mais je pense que c'est plus compliqué que ça.
En fait, ils ont adopté une vision du monde établie depuis longtemps et qui leur correspondait parfaitement. Il faut voir cela sous l'angle de l'oppression impériale. Initialement, Kush a été conquis par l'Égypte. Et pour survivre, ses habitants ont dû s'adapter à la culture égyptienne. Pour employer un terme plus contemporain, ils ont dû se faire passer pour des Égyptiens. Pendant 300 ans, les Égyptiens occupent le royaume de Kush et imposent leur culte du dieu Amon. Une immense ferveur religieuse est née à Jebel Barkal. Mais cette annexion embrasera bientôt toute l'Égypte et hissera les Kushites sur le trône des pharaons. Dans le tombeau de la pyramide Q1 à El Kourou, Jeff Emberling et son équipe ont déjà creusé plus loin que George Reisner il y a un siècle. La mission est presque achevée et les finances sont au plus bas, quand soudain, ils sont récompensés par une découverte inattendue. On a fourni un effort titanesque pour creuser à l'endroit que Reisner avait découvert. Pendant tout ce temps, on n'a jamais cessé de se demander s'il y avait 2 ou 3 chambres funéraires. On vient de découvrir le passage vers la 3e chambre intérieure. C'est palpitant. On voit très bien le contour de cette entrée magnifiquement préservée qui ouvrait sur ce qui devait être la dernière chambre funéraire de cette pyramide. Une chambre qui renferme peut-être un trésor d'objets funéraires ou les ossements d'un roi. L'équipe scientifique a déjà découvert un indice important sur le souverain à l'origine de la pyramide. Il a choisi l'emplacement de son tombeau avec une attention toute particulière. Ce tombeau est adjacent à une autre chambre funéraire plus modeste, mais qui a peut-être accueilli le plus puissant des rois kushites. Sur cette stèle gisait le corps de Pianki, le roi à la peau noire qui a conquis l'Égypte. « 750 ans avant notre ère et 800 ans après leur invasion, les Égyptiens se retirent de Kush. Le nouvel empire de Toutankhamon et de Ramsès II a sombré dans le chaos. Les seigneurs de Libye se battent pour contrôler le nord, tandis que les prêtres d'Amon tentent de maintenir une unité au sud. Les prêtres craignent pour le culte de leur dieu souverain. Ils savent que leur survie dépend de la réunification de l'Égypte, désormais divisée. Alors ils se tournent vers le plus improbable des sauveurs, cet empire colonial si souvent dénigré, le royaume de Kush. Le nouveau roi kushite, nommé Pianki, est un fanatique d'Amon. Il s'empresse de répondre à leur appel au secours. Il fait le serment de repousser les rois libyens, galvanisé par la conviction qu'Amon est de son côté. Il déclare « Les dieux choisissent un roi, les peuples choisissent un roi. Moi, c'est Amon qui m'a choisi. » Son armée remonte le Nil en direction du nord, jusqu'à Thèbes. Il dit à ses soldats, « Bandez votre arc et décochez vos flèches, que les peuples du nord plient sous mes mains. » Ses ennemis ne tardent pas à le supplier de les épargner. « Sois miséricordieux !» s'exclame un roi libyen. « Je ne peux regarder ton visage de honte
Je ne peux rester debout tant ta flamme me brûle. Je tremble devant ta toute-puissance. La conquête de l'Égypte par les Couchites est un peu comme l'histoire de David et Goliath. L'Égypte avait des cités et des temples immenses, beaucoup d'habitants, et dans le royaume de Couche, les villages étaient plus éparses. On ne sait pas encore très bien comment le roi a pu réunir une telle armée. Malgré ses faibles chances de victoire, Pianki et ses successeurs deviennent la 25e dynastie pharaonique d'Égypte. Ils contrôlent une zone prospère qui s'étend de l'actuelle ville de Khartoum à la Méditerranée, devenant ainsi les rivaux de l'Assyrie et de la Grèce toute puissante. Pianki affirme devoir sa victoire à Amon. Sur une fresque représentant son couronnement, c'est le dieu lui-même qui sacre le nouveau pharaon. La déesse Mout, mère de tous les dieux, regarde Pianki s'incliner devant Amon. Il fait une offrande au dieu à la tête de bélier. Amon lui répond « J'ai prédit quand tu étais encore dans le ventre de ta mère que tu régnerais sur l'Égypte. » Il présente alors à Pianki la couronne rouge de la Basse-Égypte et la couronne blanche de la Haute-Égypte, unifiant ainsi ce royaume divisé. La stèle du sacre de Pianki porte un message hautement symbolique pour un peuple aussi fervent. Une superbe leçon de propagande. Le pouvoir politique a toujours été lié aux croyances religieuses. Pour convaincre le peuple que son règne était légitime, le roi devait être croyant. Il s'en servait pour tout contrôler, les mines d'or, les routes commerciales, tout. Le même phénomène se produit aujourd'hui. L'histoire n'est qu'une éternelle répétition. Pianki règne sur l'Égypte depuis Couche pendant une douzaine d'années, avant de transmettre la couronne à son plus jeune frère, Shabaka. Le nouveau roi part vers le nord, à la conquête de la capitale Memphis, et sème l'instabilité politique dans le delta du Nil. Il entreprend une campagne de grands travaux, du jamais vu depuis l'avènement du nouveau royaume d'Égypte. Shabaka, tout comme son frère avant lui, a la réputation d'être un chef puissant et clément. Ils étaient connus pour être respectueux et magnanimes. Par exemple, ils n'exécutaient pas leurs prisonniers, ils leur pardonnaient. Ils leur faisaient creuser des canaux. Ce comportement n'était pas du tout caractéristique des anciens rois. Le règne triomphant de Pianki puis de Shabaka ouvre la voie au pharaon Taharqa, qui combat les ennemis de l'Égypte bien au-delà des frontières de l'Empire. Vers l'an 700 avant Jésus-Christ, il sauve même Jérusalem et le temple du roi Salomon d'une offensive des Assyriens. Pour cette action inscrite dans l'Ancien Testament, les historiens hébreux considèrent Taharqa comme le sauveur de leur peuple. Mais les Assyriens ne tardent pas à se venger. Ils multiplient les invasions pendant le règne de Taharqa et repoussent ses frontières jusqu'à Thèbes. À sa mort, le pharaon n'est pas enterré à El Kourou comme ses prédécesseurs. Il se fait construire sa propre pyramide, non loin de là, à Nouri. D'après Tim Kendall, ce choix serait lié à un événement surnaturel. Lors du Nouvel An de l'Égypte antique, vu de la montagne de Jebel Barkal, le soleil se lève derrière le sommet de la pyramide de Taharqa.
Il symbolise la vie et la résurrection. Trois mois et demi après le Nouvel An, quand on regarde le Jebel Barkal du sommet de la pyramide, le soleil se couche juste au-dessus de l'aiguille. Et l'aiguille ressemble au dieu Osiris. Le coucher du soleil symbolise la mort du dieu. C'est précisément au moment de la décrue du Nil que la fertilité prend fin et que le dieu est censé mourir. Il naît le jour du Nouvel An et il meurt 3 mois et demi plus tard, lors de la décrue. Il ressuscite tous les ans et des milliers de fois, année après année. Taharqa aurait donc fait construire sa pyramide ici pour être lié à Jebel Barkal, et donc à Osiris pour l'éternité. Déjà, de son vivant, le pharaon était étroitement lié à la montagne sacrée. Il a fait graver une inscription immense au sommet du pic. En 1987, Tim Kendall est le premier à l'observer de près. Dans les années 30, des Britanniques qui observaient la paroi de la montagne avec des jumelles ont vu qu'il y avait des bribes d'inscriptions humaines au sommet, mais elles étaient totalement inaccessibles. Je n'étais pas un grimpeur, mais je voulais à tout prix découvrir ce que c'était. Alors je me suis improvisé alpiniste pour résoudre cette énigme. Je ne sais pas si je recommencerai. Tim Kendall entreprend plusieurs ascensions très risquées. Escalader un pic friable de 75 mètres de haut tout en le photographiant est très dangereux. Pour finaliser son rapport, il a besoin de photos de meilleure qualité. Quand on a effectué cet exercice en 1987, on a obtenu des résultats qui paraissent aujourd'hui rudimentaires. J'ai pris contact avec 2 alpinistes et je leur ai demandé de terminer cette mission. C'est par là qu'on est monté en 1987. Hazel Findlay et Madeleine Cope se sont mesurés à des sommets sur plusieurs continents, mais jamais au Soudan. Le sol est très glissant, alors tenez-vous bien. On peut s'équiper? Oui. Quand on est monté en 1987 et 1989, on n'avait que des diapos. C'était avant l'ère numérique. Nos moyens techniques sont bien meilleurs aujourd'hui. C'est formidable de pouvoir recommencer pour obtenir de bien meilleures photos. Hazel choisit la voie à prendre, tandis que Madeleine l'assure d'en bas. Il y a 60 mètres de roches friables entre Hazel et l'inscription laissée par le puissant pharaon de Kouch. Hazel voit déjà des traces de constructions anciennes. Des trous profonds creusés dans la paroi en grès dur. Dans ces trous étaient insérées les poutres en bois d'un échafaudage géant. Les hommes ont dû construire l'ossature à partir du sol et se servir d'un système de grue pour hisser chaque poutre. Tout comme Hazel, ils visaient le sommet. Elles abordent la phase difficile. C'est tout droit à partir d'ici. Elles n'ont pas beaucoup de prise. J'espère que ça va aller. Hazel arrive enfin au sommet. L'investigation peut commencer. Elle redescend en rappel le long de la paroi pour chercher les inscriptions sculptées par les Kouchites il y a plus de 2600 ans. Une proclamation de la toute-puissance du pharaon Taharqa. Je fais attention à ne pas rester coincé sur la paroi. Je vais vers la gauche. Un peu plus bas.
Super. Maintenant, dirigez-vous vers l'avant. Vous voyez l'inscription? Ah oui. Ça ressemble à quoi? Elle s'effrite. On dirait que l'extrémité gauche s'est désagrégée. Vous voyez des traces de clous? Oui, je vois des petits trous. Oui. Tim Kendall pense que des feuilles d'or étaient clouées sur les inscriptions pour attirer le regard de celui qui passait au pied de la montagne. Bravo! Je peux vous embrasser? Oui. C'était formidable. Bravo! Bien joué. Merci. Super! Quelle victoire! J'ai hâte de voir les photos pour voir ce qu'on a raté la première fois. Je n'ai même pas de photos de ça. C'est un très beau cliché. C'est nouveau. Je n'ai jamais vu ça. On ne savait pas si c'était naturel ou non. C'était très profond. Ils ont vraiment hissé des pierres et du ciment. Oui. C'est formidable de pouvoir ajouter ces clichés au rapport final 28 ans plus tard. C'est fantastique. Ouais, c'est ça. C'est la dernière pièce du puzzle. Les inscriptions à moitié effacées sur la paroi sont une déclaration du statut divin de Taharqa et un pied de nez aux Assyriens qui l'ont poussé hors d'Égypte. Il les qualifie de bédouins. Moi, Taharqa, Dieu bienfaisant, roi de la haute et de la basse Égypte, Dieu éternel. J'ai détruit les Bédouins d'Asie et j'ai anéanti les habitants du désert de Libye. Taharqa a beau être un guerrier impitoyable, à la fin de sa vie, il ne contrôle plus qu'une petite partie de l'Égypte. Ses successeurs persistent à se déclarer malgré tout les pharaons des deux royaumes. En 593 avant Jésus-Christ, excédé par leur affirmation péremptoire, le pharaon égyptien Psamétique II envoie une armée à Couche. Il le fait aussi par vengeance personnelle. Des années plus tôt, un pharaon couchite a exécuté son arrière-grand-père et Psamétique II est bien décidé à rayer de l'histoire la 25e dynastie Couche. Il fait détruire toutes les statues à l'effigie des pharaons noirs et effacer tous les noms gravés sur les monuments. Insulte suprême. Ces soldats détruisent même le cobra égyptien sacré sur la couronne des rois couchites. Psamétique II a atteint son objectif. Il a réécrit l'histoire. Sur la façade du musée du Caire, toutes les grandes dynasties d'Égypte sont gravées sur des plaques de marbre. La seule qui manque est la 25e. À El Kourou, la découverte de la troisième chambre funéraire a redonné le sourire à toute l'équipe. Mais le permis de fouille de Jeff Amberling vient d'expirer. Il doit partir dans 2 jours. Les ossements, les bijoux et l'identité du pharaon ne sont peut-être qu'à quelques mètres de lui. Mais il va devoir attendre l'an prochain pour les exhumer. C'est à la fois palpitant et très décevant.
Malheureusement, avec le temps et les ressources dont on dispose, on ne peut pas continuer les fouilles en toute sécurité cette année. C'est très décevant d'en être arrivé là, d'avoir déplacé des centaines de tonnes de sable, mais on sait que ça n'aura pas bougé d'ici l'année prochaine. On reviendra et on espère faire de magnifiques découvertes. Avant son départ, l'archéologue est invité à participer à des fouilles sur un autre site. Voici le village de Zouma, le site d'une sépulture noble construite environ 1000 ans après la mort de Taharqa. L'Empire est alors en déclin. Une nation africaine rivale s'apprête à porter le coup de grâce aux Koushites. La chrétienté va bientôt métamorphoser la région. Salut Jeff. Salut Mahmoud. Bonjour. Comment vas-tu? Content de te voir. J'ai quelque chose à te montrer. Viens. À Zouma, l'archéologue Mahmoud El Tayeb a découvert un trésor. On approche de la chambre funéraire. Je vais te montrer. La disposition de ce tombeau en grès blanc est différente de celui de la pyramide Q1. Une galerie conduit jusqu'à un puits et les chambres funéraires sont en contrebas. Jeff Emberling envoie l'un de ses robots en exploration. Plusieurs objets cassés indiquent que cette sépulture a été pillée comme tous les tombeaux koushites. Mais pour les archéologues, cela reste une formidable mine d'indices. Incroyable. C'est fou. On voit une cruche avec un long cou dans le fond. Un autre type de cruche à bière. Allons voir vers la droite. Il y a un pot et un bol. Qu'est-ce qu'il y a dans le bol? Une pierre. Elle est tombée en plein dans le bol. Oui. Waouh. Autre détail étonnant, ce mur de briques qui semble avoir été construit hier. Voyons si on peut avoir une bonne vue de la sépulture. Enfin, les archéologues distinguent les ossements du roi, ou tout du moins du noble qui repose dans ce tombeau. Ce n'est que le début d'une longue aventure. Il faudra plusieurs années de recherche pour déterminer sa place dans l'histoire du Soudan. À l'époque où Zouma a été édifié, l'influence de l'Égypte avait déjà commencé à décliner. Et les rois de Kouch ne construisaient plus de grandes pyramides. Leur apogée n'a duré qu'un siècle. Mais en un temps très court, ces Africains opprimés ont réussi à détrôner une dynastie toute puissante et à s'imposer parmi les grands souverains de l'Ancien Monde. Désormais, grâce au travail acharné des archéologues, les pharaons noirs du Soudan sortent de l'ombre pour reconquérir leur place dans l'histoire.